nous allons reprendre. Et donc, je vous présente Yves Thomas, qui est Associate Professor de littérature française à l'Université de Trent au Canada. Il travaille sur les avant-gardes du XXe siècle, et plus particulièrement sur le surréalisme. Il a écrit plusieurs essais sur Jacques Baron, Robert Desnos, Philippe Soupeau et Julien Gracq. Il va intervenir aujourd'hui avec une communication intitulée « Bureau de recherche, société secrète, psychogéographie ». Et je lui cède la parole. Merci, vous m'entendez? Ça va. Merci, merci Christophe. Je voudrais aussi remercier les organisateurs du colloque, Bertrand et Silvano, par la variété des interventions et puis aussi l'intimité qui permet beaucoup d'échanges et d'idées, non seulement pendant le colloque, mais aussi à l'extérieur. Lors du dîner, hier soir, j'ai pu échanger avec Henri Béard notamment, que je connais depuis un certain temps et qui m'a offert beaucoup d'anecdotes, mais aussi j'ai rencontré des collègues que je ne connaissais pas, dont Silvano et Bertrand, et j'en suis ravi parce que au Canada, c'est presque une terre d'exil par rapport au Québec. C'est presque s'il fallait ils nous font un passeport en fait pour franchir cette frontière. C'est curieux, mais c'est comme ça. Quand j'ai reçu l'invitation, pas l'invitation, mais l'annonce du colloque, j'étais en train de lire les fascicules. Je m'amuse à lire les fascicules de l'Encyclopédie des nuisances, et j'étais tombé sur un article signé par le groupe et notamment Jaime Samprin, qui disait une citation qui va comme suit, je vous la lis, je cite: « L'histoire nous a conduits en ce point où, plus décisivement que jamais, plus cruellement si l'on veut, on ne peut parler avec sérieux et véracité que de ce sur quoi on s'efforce d'agir. Mais à quoi d'autre, après tout, voulions-nous en venir ? À la différence de l'ancienne méthode avant-gardiste, notre pari consiste à renforcer le projet qui fonde l'Encyclopédie des nuisances en le ramifiant. La désintégration du noyau originel de l'Encyclopédie des nuisances sera donc menée méthodiquement au rythme que permettront l'extension de notre terrain et la diversité de ses directions. » Alors, fin de citation. Ce court extrait que je vous ai lu, qui date de 1992, m'a donné l'idée de parcourir, d'essayer d'isoler différents moments de l'avant-garde. Et un peu comme si j'allais constituer des plateformes flottantes et essayer de les relier. Ce n'est pas vraiment des moments qui ont fait scandale ou qui ont été nécessairement retenus, mais des moments plutôt, que je dirais, méditatifs, des moments qui sont plutôt des actions exploratoires. Alors, notamment, le titre vous donne une idée un peu de mon exploration, de ces actions de ces actes méditatifs, en commençant par la centrale, le bureau de recherche du surréalisme qui a été créé en 1924. Et je poursuis ensuite en 1938 pour vous parler un peu du collège de sociologie animé par Georges Bataille, Roger Caillois, notamment Pierre Klosowski, mais aussi Michel Léris et André Masson, d'anciens surréalistes. Et enfin, pour vous parler d'un extrait de l'IS, de l'Internationale situationniste, un extrait qui date de 1958. C'est une psychogéographie des Halles. Voilà. Alors, je commence par Recherche surréaliste, Pignon sur rue, en 1924. Publié en 1988 sous l'égide d'Actual, présenté et annoté par Paul Thévenin, le cahier de la permanence du Bureau de recherche surréaliste permet de découvrir des notations à tout vent, des toccades, des aversions, et parfois, sous l'exubérance de l'humeur noire de certains, dont Pierre Naville
et Roger Vitrac, diffusent des grognes qui sont ou pas à prendre au sérieux. Dans un entretien qu'elle accorde à Jean-Paul Morel du magazine littéraire de mai 1988, Paul Thévenin explique qu'à la centrale du surréalisme, je cite, « on fixe des tours de permanence que 2 surréalistes chaque jour sont chargés d'assumer, et afin de recueillir les communications non seulement des membres du groupe, mais aussi de toute personne en mesure de contribuer de quelque manière que ce soit à la création de véritables archives surréalistes. » Installé au 15 rue de Grenelle, dans une salle empruntée au père de Pierre Naville, les locaux de la centrale abritent une bibliothèque et des collections d'objets, d'annonces, d'affiches et de photographies. À lire de près le cahier de la permanence, dans ces circonstances particulières, des glissements apparaissent qui portent en juxtaposition des traînées grises de tension et d'opinion proposées en sens inverse. Parce qu'on voit dans cette mouvance à quel point ce n'est pas harmonieux, même au début. Et ce qui est intéressant de remarquer, parlant de Pont aux ânes au sujet d'André Breton, c'est l'absence relative d'André Breton dans tout ça. Il est en période méditative lui-même et il est complètement en retrait. Alors, je cite un extrait. Pendant la permanence que tiennent Max Moritz et Roger Vitrac le 24 octobre 1924, Vitrac note l'observation suivante. L'autre jour, j'ai soif. J'avais soif hier soir et il n'y avait pas assez de vin, j'ai trouvé. C'est un reproche que je fais au colloque. Malgré qu'avec mon ami Maxime, on a pu très discrètement finir une bouteille de Bordeaux à nous deux, hein, n'est-ce pas Maxime? Personne n'a rien remarqué, il fallait que je le note pour le document en question. Ça entrera en permanence dans les archives, comme quoi il faut célébrer l'avant-garde. L'autre jour, à 4h30, écrit Vitrac, de l'après-midi, se promenait place de l'Opéra et le plus naturellement du monde, un personnage déguisé en polichinelle, mi-parti rouge, mi-parti vert. Il était chaussé de sabots et fumait la pipe. Fait extraordinaire si on en juge par l'effet qu'il produisait. Il passait au milieu de l'indifférence générale. Et puis on voit un petit mot de Vitrac qui est là. Vitrac y voit un écho de la vie surréaliste. Cette image associe le surréalisme relativement tôt dans son histoire avec l'exubérance. Le polichinelle se distingue de la foule, mais personne ne semble le voir. L'effort de distinction étant vain pour Vitrac, l'échec du polichinelle est partagé par la centrale. Car celle-ci marque la tentative d'être pignon sur rue pour conquérir un espace où l'usage et l'échange se complètent, s'achèvent, pour établir une permanence de réflexion, une réciprocité de signes où puissent se répondre les passions des artistes et les préoccupations des passants. Mais le fonctionnement de la centrale, au jour le jour, ne va pas dans cette direction. Elle rencontre une fin de non-recevoir. Dans le cahier de la permanence en date du 24 janvier 1925, on peut lire sous la plume de Paul Éluard cette fois-ci le rapport d'activité suivant. Vendredi soir, le 23 janvier, a eu lieu une réunion générale à Certa, qui est le café à l'époque, tout de suite avant l'autre, comment il s'appelle, Place Blanche, oui, mais enfin l'autre café, le deuxième, Certa, qui sera démoli en 1925 parce qu'il est dans la place de l'Opéra. En tout cas, a eu lieu une réunion générale à Certa. Étaient présents messieurs Aragon, Breton, Boiffard, Gérard, Desnos, Éluard, Ernst, Léris, Tual, Masson, Perret, Queneau, Charles Baron, Jacques Baron, Artaud et Naville. Masson est répété une deuxième fois, mais je ne l'ai pas cité, mais c'est drôle que Masson y soit deux fois. Le besoin étant immédiat, je continue à citer Éluard, de remédier au fonctionnement de la centrale qui a pleinement démontré son incapacité à atteindre le but proposé. Nous avons examiné par quels moyens appropriés on pourrait lui rendre son efficace. Après délibération, la direction du bureau de recherche a été confiée à Antonin Artaud, avec tout pouvoir,
À partir du lundi 26 janvier, un nouveau fonctionnement de la centrale sera donc en vigueur. Et c'est là que Artaud entre en vedette, si j'ose le dire, parce qu'il va prendre en main non seulement la centrale, mais aussi il va s'occuper du numéro 3 de la Révolution surréaliste, où Breton n'apparaît pas. Mais ça, c'est connu, de toute façon. Au bar Certa, qui est destiné à la démolition avec le passage de l'Opéra en 1925, les surréalistes, réunis cette fois-ci sous la direction d'Antonin Artaud, le 27 janvier, déclarent qu'il convient d'annoncer au quotidien parisien que le bureau de recherche sera fermé au public. Double fermeture donc qui les concerne, celle du café et celle du bureau. Pour ne plus s'embarrasser du plaisir furtif des voyeurs, cette décision fournit l'espace d'une clôture qui retourne le laboratoire en cloître. Et l'enfermement qui s'ensuit est d'abord et avant tout l'effet d'une révolte. Dans la déclaration du 27 janvier 1925, Artaud dit « Nous sommes des spécialistes de la révolte. Il n'est pas de moyen d'action que nous ne soyons capables au besoin d'employer. » Maintenant, ma deuxième île flottante, ou bien j'ai parlé de plateforme plutôt, que j'essaie de relier avec la première, et la deuxième, je vais essayer de la relier à la troisième. J'intitule cette deuxième « Dans le retranchement, le Sacré, rue Gay-Lussac en 1938 ». Une date dans l'histoire de l'avant-garde, rue Gay-Lussac, dans une librairie catholique. Un travail critique imposant prend forme pendant les réunions du Collège de sociologie. Il y a en Georges Bataille tout à la fois un libertin, on le sait, mais aussi un janséniste. Pour Georges Bataille et Roger Caillois, l'organisation sociale peut se renouveler par l'intervention de sociétés secrètes. Comme le surréalisme, le Collège de sociologie recèle en lui tant de possibilités d'aller dans toutes les directions avec ses considérations sur le sacré, qu'il était disponible pour un bout de chemin avec tout ce qui le croisait au moment où le nazisme s'affirme de plus en plus en Europe entre 1937 et 1938. Il est nettement affirmé en 1937 et 1938. Les membres du groupe, qui se réunissent au 15 de la rue Gay-Lussac, dans les Galeries du Livre, une librairie catholique. Ils y définissent les moyens de redistribuer les fonctions sociales selon un ordre qui valorise le sacré, non pas selon un processus dont ne sait quelle compensation, mais d'incompatibilité avec le nationalisme et l'organisation militaire. Dans sa présentation du 19 mars 1938, Georges Bataille déclare, et je cite, « S'il existait une organisation religieuse virulente, neuve et incongrue, des pieds à la tête, soutenue par un esprit incapable de composition servile, un homme pourrait apprendre et retenir qu'il existe autre chose à aimer que cette image à peine voilée de la nécessité pécuniaire qu'est la patrie en armes. Autre chose qui vaut qu'il vive, autre chose qui vaut qu'il meure. » Fin de citation. On voit ici exprimer la préoccupation majeure du Collège de sociologie. L'abolition des frontières, qu'elles soient exigées par l'érotisme ou le sacrifice, ou qu'elles soient tracées par l'histoire et les cultures. Entretenant avec les sociétés secrètes ou les confréries un rapport privilégié, Georges Bataille et Roger Caillois s'efforcent de jeter les bases d'une enquête qui établit son objet dans le mystère, je cite, dans le mystère irrévélable qui est la force vive de la confrérie. Dans le champ des sciences sociales, il est vrai que l'objet soumis à l'étude manque rarement de révéler sa dimension subjective, peu disposé à se laisser appréhender, isolé, mis en série par le regard qui l'interroge. Souvent, il se dérobe, et en retournant la question vers le questionneur. Il dévoile ainsi que ce dernier est également dépendant de ses propres implications institutionnelles et politiques. Pour réaliser cette sociologie des mobiles qui régissent le fonctionnement des sociétés secrètes, Georges Bataille se heurte aux résistances, aux dérobades d'un objet sujet, soit à parler de lui-même ou à s'écrire, sauf sur un mode métaphorique ou allusif, mêlant souvent par contamination les plans imaginaires, pour rejoindre le thème du colloque, et sociaux. Une différenciation nouvelle doit être établie, ainsi, au-delà de la visée commune d'une société régénérée et libérée. Dans cette même présentation du 19 mars, Bataille, je vous mets en suspens, poursuit, je cite, « Il ne faut pas seulement distinguer
entre les sociétés secrètes vieillies et altérées et les sociétés jeunes, il faut encore distinguer entre celles des sociétés secrètes dont la fonction touche au changement de l'existence, généralement, et celles que Marcel Mauss désigne sous le nom de société de complot. Je rappellerai pour terminer que Caillois dit que la société secrète, qu'elle est liée à un sacré consistant dans la violation jaillissante des règles de la vie, à un sacré qui dépense, qui se dépense. Et ce langage ainsi traité a un étonnant pouvoir de mettre à nu les ressorts du fascisme dont on nous donne à juger les excès. Caillois, à travers la présentation de Bataille, s'attache à débusquer la rigidité abjecte d'une société militarisée. Mais ce regard critique jeté sur ce monde marqué par le nazisme ne le tire pas vers la caricature à la Chaplin. Sous ce regard qui a le pouvoir d'éclairer les ressorts du secret, s'établit un hiératisme traduisant paradoxalement le mouvement profond de la vie en relation avec le sacré dans une impitoyable quotidienneté. Troisième moment, au cœur du mouvement dans les Halles en 1958. C'est dans l'esprit d'une critique de la vie quotidienne contre la pensée d'Henri Lefebvre que se développe un nouveau monde sur le terrain des plus familiers. Peut-on parler de qualités requises pour le voyage utopique et critique que Guy Debord allait entreprendre aux années 50 ? On pourrait évoquer un sens de l'aventure mêlé à de solides connaissances, une puissance de synthèse, une familiarité relativiste avec plusieurs contextes sociopolitiques. Boris Donnet, dont on a parlé Maxime hier soir, écrit à propos de Debord, puisque le temps de véritables explorations s'est refermé dès le commencement de son siècle, Debord imagine, et c'est un nouveau dérivatif à l'ennui, de déplacer l'aventure sur un autre plan. L'exploration ne peut plus avoir pour tâche de découvrir de nouveaux espaces, il lui faut s'appliquer désormais à découvrir du nouveau dans les espaces déjà connus, déjà disponibles. Une fois posé le contexte de ce nouvel espace inconnu, fin de citation, c'est moi, une fois posé le contexte de ce nouvel espace inconnu, la promenade la plus simple prend toute son ampleur. Pour être convaincu que la priorité de la découverte, ou plus précisément de la redécouverte de la ville, revient au mouvement situationniste, il suffit de compulser les écrits de Jacques Filon dans L'Œuvre nue et d'Abdelhafid Khatib dans le 2e numéro de l'IS. Il s'agit bien ici de carnets de route, de relations de voyage qui visent à redéfinir l'espace urbain. Arpenter les quartiers de sa ville comme s'il s'agissait du globe, renouer avec ces voyageurs aventuriers qui parcouraient la terre avec un désir de liberté insatiable pour y découvrir des espaces qui restent à construire et qui sont bien là, à la portée d'une promenade. Peut-être n'est-il pas inutile de dire qu'il s'agit là d'une perspective tout de même utopique, avec un accent tout à la fois ludique et critique. Mais ne négligeons pas de dire en même temps que cette vision est tout autant ludique que critique. Dans Essai de description psychogéographique des Halles, c'est d'une refamiliarisation du quartier des Halles dont il est question. Abdelhafid Khatib note « L'architecture des rues et le décor mouvant qui le complique chaque nuit peuvent donner l'impression que les Halles sont un quartier difficile à pénétrer. Il est vrai que dans la période d'activité nocturne, les embouteillages des camions, les barricades des cajots, le mouvement des travailleurs avec leurs diables mécaniques ou à bras interdisent l'accès des voitures et font dévier presque constamment le piéton de sa route. Mais en dépit des apparences, le quartier des Halles, de par les voies d'accès qui le bordent ou le traversent en tous sens, est l'un des plus faciles à franchir. » Fin de citation. La circulation, le plan, le paysage, à quoi semble rapporter avec insistance cet essai de description, n'est ni le résultat d'un artifice de style, ni celui d'un ornement culturel. Tout au plus, c'est pas de la littérature. Tout au plus, si effet d'écriture il y a, peut-on relier son afflux à la dissolution permanente du pittoresque de la promenade romantique, à l'image de celle qu'entreprend Gérard de Nerval dans ce même quartier un siècle auparavant, dans les nuits d'octobre, en 1852. La rigueur de cette description-ci pourrait être celle d'une longue et systématique promenade dans un terrain de jeu. C'est aussi métaphore topographique pour métaphore topographique, un labyrinthe avec ses ruelles qui bifurquent et qui se redoublent.
C'est un cheminement plutôt extraordinaire dont les limites sont soigneusement et astucieusement tracées par des voies et des bâtiments significatifs, comme la rue Rambuteau, comme la Banque de France, parce que ça va jusqu'au Palais Royal, et que borde un échantillonnage précis de rues. Ce qui devrait nous requérir ici, c'est l'approche même du territoire défamiliarisé, en l'occurrence les halles, et ensuite l'acte du parcours selon l'approche. Khatib écrit, je cite à nouveau, « Quand 4 grandes voies traversent les halles de bout en bout et contribuent ainsi à leur morcellement en zones d'ambiance distinctes, mais qui toutes sont communicantes. La plus importante de ces voies orientées est-ouest est constituée par la rue Rambuteau, qui par divers prolongements aboutit dans la région de la Banque de France. La rue Berger, également orientée est-ouest, la double dans le sud, la rue du Louvre, orientée nord-sud, la rue des Halles, orientée sud-est-nord-ouest. Dans ce contexte délimité, des passages particulièrement évocateurs, particulièrement frais, deviennent possibles et souhaitables, mais le cheminement dans son entier a une résonance poétique. Il faut dire que ce quartier a été complètement, vous le savez très bien maintenant, ravagé par le régime Pompidou. Mais c'est dès 1958 que la décision est prise de déménager les Halles à son lieu actuel. Alors, au moment où Khatib écrit ceci, les Halles sont décidément vouées aussi à la démolition. Je cite Khatib, « La caractéristique essentielle de l'urbanisme des Halles est l'aspect mouvant du dessin des lignes de communication, tenant aux différents barrages et aux constructions passagères qui interviennent d'heure en heure sur la voie publique. » J'ai presque fini. Il s'agit là, il est autoritaire, alors je surveille, il s'agit là certainement aussi d'un refuge, les Halles constituées en îlots d'espérance d'un quartier où il est possible de repenser le monde pour obvier à l'équivalence générale des points géographiques. Loin des voyages vacances qui établissent une harmonie entre la circulation des hommes et celle des marchandises, la description psychogéographique de Delafide Khatib, en effet, cherche la conservation du lieu en tant que laboratoire collectif. Il faudrait, dit-il, profiter du recul de l'activité pratique alimentaire pour encourager le développement sur une grande échelle des tendances du jeu de construction et à l'urbanisme mouvant spontanément apparu dans les eaux glacées du calcul égoïste. Avec ces quelques derniers mots tirés du manifeste communiste, Khatib affirme la valeur du parcours et sa part d'aventure pour y dissoudre le confort et la sécurité. Suite nécessaire, c'est une autre façon de donner cette phrase de Jarry que nous a citée Henri Béard hier, « Il n'y a pas de raison que ça finisse ». Merci. Merci pour cette très belle promenade. Alors je suppose qu'elle va susciter une de l'autre question. Maxime. Donc, Maxime Morel, est-ce que quelle différence vous verriez entre la psychogéographie et la balade surréaliste? Est-ce que c'est tout à fait opposé? Voilà, c'est le sens de ma question. Opposé, bonne question, parce que j'y pensais justement en lisant ceci, parce que bon, il faut penser à toute une genèse de la promenade surréaliste, et elle est relatée dans ce très beau texte de Louis Aragon, Paysan de Paris, à 2 grands moments, parce qu'il y a le premier moment dans le passage de l'opéra et ensuite au but de Chaumont, qui est une balade. Enfin, ils se rendent en taxi, c'est ça qui est curieux. Dans le texte, on dit, moi et nous sommes rendus en taxi au but de Chaumont, et là, l'errance commence. Alors qu'il y a quelque chose de très prémédité dans cette errance. Et il y a les errances connues de Nadja, bien sûr, dans le récit Nadja, les errances de Breton dans la ville, qui est un peu comme une filature, en fait. On pourrait y voir un peu d'espionnage, si on voulait s'amuser. Et puis, il y a Les Dernières Nuits de Paris de Philippe Soupeau, où là, c'est plutôt sur un mode parodique. J'estime, j'en parlais avec Henri Béard hier,
J'estime que c'est plutôt une charge ou c'est à un second degré. Mais il y a une ballade célèbre qui date de 23, où trois, il y a Breton, 4. Et c'est une balade dans la nature, en fait, qui n'aboutit pas, parce que c'est une errance. Et comme on dit en anglais, c'est wandering, tout simplement. Et on n'en tire pas grand-chose, ils aboutissent au milieu de nulle part, et bon, ben là, il faut que ça se termine, il faut rentrer. Alors, c'est pas tout à fait systématique comme ce découpage que je viens de vous décrire. Mais c'est vrai que ça commence là, l'exploration non touristique des livres, authentiquement, je dirais, à la recherche d'aventure dans un lieu familier qu'est Paris. Parce que c'est ça, c'est la recherche du merveilleux qui guide les surréalistes. Ouais. Ben alors, j'étais avant vous. Bagarrez-vous, et puis c'est un bon arbitre, il va. Bertrand Gervais. J'étais intéressé par les psychogéographies, évidemment. J'ai su que vous avez écrit un livre sur Julien Gracq, dont le rapport à la géographie est évidemment très connu. Et je me demandais quel était le lien entre cette géographie-là, celle de Gracq, cette géographie poétique, et votre psychogéographie. Et de la même façon, plus récemment, Kenneth White, qui lui fait dans la géopoétique, a beaucoup écrit aussi sur ce rapport, ce renouvellement d'un rapport à la poétique. Bon, chaque fois, par contre, on voit très bien comment, et chez Gracq et chez White, ce qui est en jeu, c'est moins un contexte urbain qu'un contexte plutôt non urbain, rural ou alors en forêt. Mais je me demandais quels étaient les liens entre ce que vous développez et cette espèce d'idée d'une psychogéographie, là, bel et bien là, ancrée, et ces deux autres notions, en fait, ces deux autres façons de concevoir la géographie. Gracq est dénoncé très tôt parce qu'au moment où l'IS se met en marche, Gracq est choisi pour... il reçoit le prix Goncourt, qu'il refuse pour le rivage des Syrtes. Donc il y a déjà je pense une division, et il faut pas oublier que Gracq, c'est un romancier, il est rattaché à la littérature indéniablement, c'est un grand littéraire. Et mon point d'intérêt pour Gracq, c'était le rivage des Syrtes, parce que c'est le paysage maintenu en suspens. Et quand j'ai lu et relu ce livre, qui est complexe dans ses silences et dans ses mises en suspension, et ça me faisait penser à des Quéricots. Il y a certains tableaux de Quéricots aux années 14, 15, où il y a des morceaux de cartes de l'Europe et des tracés. Et puis, il explore comme des zones neutres. Et c'est ce qui arrive dans le rivage des Syrtes, c'est le territoire devenu message diplomatique. Comment on reste dans l'entre-deux, dans la zone démilitarisée. Et les psychogéographies, c'est un épisode on peut pas résumer l'IS à ces psychogéographies. C'est un premier départ qui nous fait reconnaître que la ville est en fait notre vraie origine. C'est pas la nation, c'est la ville. Et ça, c'est Dada. Enfin, c'est avec Dada qu'on commence à voir ça. Je pense que on pourrait faire un lien avec Dada de cette façon-là. Henri Béard. Je voulais donner quelques précisions sur le rapport de la psychogéographie internationale surréaliste, situationniste avec le surréalisme. C'est ce que on a appelé le voyage magique. Et il y a un texte qui est totalement méconnu, je ne comprends pas pourquoi il a disparu, qui est vraiment le prélude à l'errance des situationnistes. C'est ce récit du voyage à Blois, tiré au hasard sur la carte, etc., que Breton a raconté, mais le texte, c'est Vitrac dans Connaissance de la mort. Et
tout le texte est justement, c'est à la fois des délires, des fantasmes et tout ça qui naissent de l'horizon géographique, si je puis dire, de ces promenades. C'est aussi la vie du groupe. Alors, par exemple, ils sont passés à cette ville qui s'appelle, c'est magnifique, elle s'appelle Argent, et il y a une gare, et dans la gare, je ne sais pas pourquoi, il y avait un crucifix, et l'un des voyageurs a pissé sur le crucifix, signe encore de la violence révolutionnaire de ces gens-là. Bon, je fais cette précision, et ça a donné lieu à un film de Robert Benayoun. Ceci pour montrer la relation. Je ne veux pas minimiser l'invention des situationnistes, mais au contraire, montrer qu'il y a quand même une relation, une continuité de l'un à l'autre. Connaissance de la mort n'a pas été réédité. Pardon ? Est-ce réédité, Connaissance de la mort ? Oui, je crois, chez Rougerie. Oui, oui, c'est réédité. En tout cas, bon, on le trouve, hein, c'est pas un livre totalement occulté, hein, et c'est pas un livre secret. Je dis ça parce que vous avez curieusement choisi des épisodes en dehors de l'errance. Vous avez choisi un premier épisode qui est la centrale surréaliste, qui fonctionne un petit peu, et c'est très... De temps en temps, on peut rigoler, hein, quand on lit, quand on fait des études historiques, il y a des épisodes quand même poilants. Quand les écrivains et les poètes veulent ressembler à des révolutionnaires, ils ont des groupements secrets, des rapports, ils singent le Parti communiste. À un moment, ils disent, on va avoir, c'est dans ces cahiers, hein, on va tenir des... alors il y a tout un code pour dire, on va pas dire révolution, ça va, parce que la police va nous regarder, alors on va employer le mot, je sais plus, mais vous savez mieux que moi puisque vous l'avez lu récemment. Enfin, c'est quand même assez rigolo. Et c'est aussi ce qui explique un petit peu la distance de Breton, parce que c'est Breton qui dit à ce moment-là, si ça continue comme ça, je donne ma démission. Le mouvement surréaliste a été fondé le 15 octobre, on va dire, et c'est le 18 octobre qu'il est démissionnaire du surréalisme. Il ne faut pas oublier que le premier démissionnaire du surréalisme, c'est Breton, avant toutes les exclusions. Et le deuxième épisode que vous avez donné, excusez-moi, mais pour moi, c'est une rigolade permanente. Je n'ai jamais compris qu'on attache la moindre importance à une pensée fasciste dans l'avant-garde. Parce que le comportement de Bataille, de Waldberg et compagnie, c'est du fascisme. Alors, je sais bien que c'est l'antifascisme. On est opposé, ce mouvement-là, ce groupement-là, le Collège de sociologie, veut s'opposer au fascisme régnant que vous avez évoqué. Mais quelle méthode adopte-t-il ? Les méthodes fascistes. Et je suis désolé, ça n'existe pas. Je ne connais pas dans l'histoire de mouvements, de groupements, de collectifs qui aient adopté des méthodes fascistes qui ne soient pas devenus fascistes eux-mêmes. Alors je voudrais qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette société secrète bidon de Bataille et compagnie. C'est du bidon. J'ai demandé à Patrick Waldberg, devant témoin, de nous dire 50 ans après, qu'est-ce que c'était que cette société secrète, qui en faisait partie, etc. Oh, je peux pas, c'est secret. Arrêtez de vous ficher de nous. Merci beaucoup, Henri, de ça, mais ce que je voulais retenir de cet épisode, c'est le retranchement, parce que c'est 38, quand même. On se réunit comme un groupe d'avant-garde. Et il y a une tentative là de trouver un au-delà de l'oppression immédiate. Et dans ça, je vois vraiment quelque chose qui est proche de l'avant-garde en 24 et de l'avant-garde en 58. Parce que l'oppression est tellement menaçante, tellement envahissante, qu'il faut trouver une solution ailleurs. Et Masson et Léris y sont. Ils participent et j'aurais du mal à dire de Masson qu'il est fasciste, ou bien Léris aussi. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est noté là. Adopter des méthodes fascistes
qu'ils ont dit, et en particulier Bataille, et je ne comprends pas parce qu'ils dénoncent les autres avec le même raisonnement que je tiens là. Mais en fait, c'est cette méthode qui va adopter et qui est fasciste. Le type de société secrète pour renverser, pour parvenir au pouvoir, c'est une méthode qu'a adoptée la société fasciste de l'époque, le mouvement fasciste de l'époque. On se demande, n'oublions pas que officiellement, Hitler est venu au pouvoir avec un vote démocratique. Ouais. Il a porté le pouvoir. Mais on oublie les autres aspects. Et c'est ces aspects-là que Bataille, fasciné par ce va vouloir adopter. Et je dis qu'il y a eu un moment d'égarement. Je ne dis pas pour autant que ces gens-là, non, j'ai jamais traité de maçon ni de fasciste, c'est pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a eu un moment d'égarement et il faudrait le préciser, le cerner et dire on a le droit de se tromper. Oui. Il faut dire que c'est une erreur. Merci. En fait, c'était pour répondre à cette question sur je comprends pas bien en fait en quoi l'assimilation qui est faite entre société secrète et fascisme. J'ai l'impression qu'il y a une faute logique. C'est pas parce que il y a eu des sociétés secrètes qui étaient fascistes que du moment qu'on fait une société secrète, on est fasciste. Blanqui a fait des sociétés secrètes, pas vraiment fascistes, dans les années 40, une période d'oppression, etc., pour renverser un régime d'oppression. Bakounine, que je connais bien, a fait des sociétés secrètes. C'était une manière de s'organiser pour échapper à la police. Bon. Donc je comprends bien le lien entre société secrète et fascisme en fait que vous faites, tout simplement. C'est pas parce qu'on fait une société secrète qu'on est fasciste. Quand on s'organise clandestinement, c'est pas nécessairement fasciste. Une société secrète ou la franc-maçonnerie aussi bien d'ailleurs. Est-ce que la franc-maçonnerie est fasciste? C'est une forme de... La charbonnerie en Italie. La clandestinité, c'est une chose en vue de... Et l'organisation de sociétés secrètes, toujours pour prendre le pouvoir, pour renverser le pouvoir du c'est pas du tout. Je suis désolé, c'est pas de la démocratie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous faites une opposition, c'est ou bien un vote démocratique, ce que vous entendez par vote démocratique, c'est-à-dire un vote représentatif, ou bien c'est le fascisme. Il n'y a pas de tiers terme. Il y a d'autres actions quand même, en dehors de la société secrète et de l'immolation de quelqu'un, etc. C'est fou. Mais qui dit société secrète dit pas nécessairement immolation de quelqu'un. Dans le fascisme, il y a l'idée du culte du chef. J'ai mon avocat. Je parle de l'opération de la société secrète chez Bataille, émanant du collège de sociologie. Mais en quoi était-elle fasciste, à part que c'était une société secrète? C'est ça qu'en fait, ma question que je vous pose, c'est parce que cette société secrète devait, pour garder le secret, il devait y avoir l'immolation de quelqu'un, etc. On ne compare pas, c'est pas du tout comparable à la société secrète des Carbonari, etc. C'est pas du tout la même histoire. Je parle de l'histoire, d'une histoire précise. Mais il fallait peut-être le préciser. Pas dans l'absolu. Je dis que cette histoire du collège de sociologie, il faut la cerner précisément et lui régler son compte. Mais le sacrifice n'a jamais eu lieu. Le sacrifice est une considération, entre autres. Heureusement qu'il n'a pas eu lieu. L'orienté l'avait dit. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous auriez défendu la société secrète du collège de sociologie. On va en rester là, tout de même. Je vais jouer de mon autoritarisme. Et j'accueille... je remercie tout d'abord Yves Thomas. Je suis délogé. Voilà. Désolé, c'est mon autoritarisme, vous l'avez remarqué.